Nouvelle semaine sur la première. Yorana, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. À la une de l'actualité, les États-Unis lèvent l'obligation de tests de dépistage du Covid pour les voyageurs vaccinés arrivant dans leur pays par avion, un coût en moins pour les passagers. Plus de 200 infractions constatées sur le plan d'eau en 2021, un chiffre qui illustre parfaitement la situation de nombreux plaisanciers. La commune de Tevayuta propose à 150 habitants, dont des pêcheurs, une formation au permis côtier moyennant 11 000 francs pacifiques. Après le premier tour des législatives, Polynésie la Première organise une série de 3 débats entre les qualifiés au second tour dans les circonscriptions. Un ultime face-à-face de 30 minutes pour convaincre abstentionnistes et indécis. Et comment convaincre les plus de 40 000 inscrits qui n'ont pas accompli leur devoir de citoyen le 4 juin dans la deuxième circonscription. Tepuaro Iter Ithei nous apporte ses réponses. Elle est l'invitée de ce journal. Ils ont économisé 2 ans pour s'offrir un voyage humanitaire en Polynésie. 23 jeunes Américains sont au Fénois pour concrétiser un projet humanitaire. Et à la fin de cette édition, nous irons dans le sud de la France, à Avignon, où Nicolas Barège, un chef cuisinier, fait la promotion de la gastronomie polynésienne dans des hôtels étoilés. À 2 semaines des grandes vacances scolaires, c'est une décision qui tombe à point nommé pour les voyageurs vaccinés. Vous pouvez désormais dire au revoir aux écouvillons dans le nez. Cet examen rapide et désagréable, voire un peu douloureux pour les personnes qui le subissent, n'est plus nécessaire pour partir aux États-Unis. Un soulagement pour les passagers en partance. Sibel Plichard, Patita Savea. L'annonce de l'administration Biden date de vendredi. Mais c'est bien ce dimanche à minuit que la mesure est entrée en vigueur. Les tests Covid ne sont plus requis lors du passage aux États-Unis. Je n'ai pas fait parce qu'on a dit que c'est annulé ce matin ou hier peut-être. On est lundi maintenant. Oui, c'est comme ça. Mais on a acheté les kits pour le faire, mais on n'a pas fait. C'est un peu soulageant, hein? C'est toujours soulageant de ne pas avoir un truc enfoncé dans le nez. Hein? Où ça picote, du coup, ouais, non, c'est super soulageant en tout cas. Ouais. C'est bien que ça s'allège un petit peu, on a pris toutes les précautions. Ouais, c'est bien pour le voyage, la reprise aussi de l'économie locale, avec le voyage, les gens qui viennent. On a pris, si on arrive à bien se protéger, il n'y a pas de raison que ça ne s'allège pas. Le coton-tige dans le nez ne sera-t-il plus qu'un mauvais souvenir? Pour l'instant, les passagers ont du mal à y croire. Je l'ai quand même fait parce que certains pharmaciens n'ont pas eu de directive pour dire qu'il ne fallait pas de test. Donc je l'ai quand même fait par sécurité. Les États-Unis, je ne sais pas très bien ce qu'ils font. Donc je n'ai pas trouvé les choses sur Internet et je ne suis pas sûre qu'il ne le fallait pas. Donc on l'a fait. La levée de cette restriction sanitaire concerne une quinzaine de vols hebdomadaires à Tahiti, soit quelques 4 500 passagers par semaine, un allègement bienvenu avec l'arrivée des vacances scolaires. Il faut savoir que c'est quand même un budget pour les passagers de dépenser une trésorerie pour les tests à l'aller et au retour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et en même temps, pour les compagnies aussi, parce que c'était des tâches supplémentaires, étant donné qu'on devait vérifier les documents et peut-être entrer des fois en conflit avec les passagers qui étaient en test positif. On n'a plus besoin de se faire tester pour rentrer aux États-Unis, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais il faut bien comprendre qu'il faut rester vacciné et que la demande d'être vacciné, c'est une obligation. Donc, pas de changement de ce côté-là. Les autorités américaines restent en effet prudentes. Concernant la levée des tests, elles précisent que cette décision sera réévaluée dans 90 jours en fonction de l'évolution de l'épidémie. Les États-Unis qui enregistrent encore plus de 100 000 cas et 300 décès par jour. Sachez par ailleurs que les fiches de renseignement sont à remplir obligatoirement pour les mineurs non vaccinés. La Polynésie et ses 5 millions de kilomètres carrés de territoire marin, s'ils sont la fierté du pays, ils sont aussi une source de danger. Chaque année, des personnes y perdent la vie. 4 depuis le début de l'année. Un chiffre alarmant qui pousse la commune de Tevayuta à agir. Elle propose des formations au permis côtier à ses administrés. Durant 2 semaines, 150 personnes, dont des pêcheurs, vont profiter d'une session qui leur permettra de naviguer à l'intérieur du lagon et à l'international. Caroline Fari, Mirko Vanfo. Quel est le but? D'éteindre, oui, mais pour éteindre, il faut
étouffé. Voilà, donc on va attaquer par le haut jusqu'à la source. Ces agents des affaires maritimes sollicités par la municipalité font passer le dernier test oral de sécurité avant la pratique dans le cadre du permis côtier. Ce matin, nous sommes réunis pour une session théorique et après, ils sont passés à des épreuves orales, notamment pour des connaissances, notamment sur la partie du matériel de bateau. 60 candidats par semaine, dont de nombreux pêcheurs pour une formation de 3 jours. Cette initiative du comité de gestion du Rahui de Tevayuta vise à régulariser des situations douteuses. Quand on a tourné pour mettre en place le Rahui dans la commune, on a rencontré énormément de populations, donc les pêcheurs, donc les habitants de la commune. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait beaucoup de gens qui allaient sur l'eau, mais qui n'avaient pas de permis. Avec ce permis-là, il y aura une carte pêcheur après. Une carte de pêcheur côtier, mais alors ils ne peuvent pas aller plus loin que combien de... 5 nautiques. Et en plus, c'est un permis international. C'est que ce permis, ils peuvent aller en France aussi pour pêcher. Ils peuvent pêcher dans le monde entier. Hauhere est la première à s'engager dans la phase pratique. Elle va devoir assurer plusieurs manœuvres. Donc là, il y a 4 manœuvres à faire. Homme à la mer, prise de coffre, appareillage et accostage. Donc on vient de faire l'appareillage. Et c'est parti pour les exercices. L'homme à la mer ou la bouée est récupérée. Prise de coffre, reste l'accostage et le tour est joué pour Hauhere. Okay. Bon, état le moteur. Félicitations. Un peu stressé mais soulagé à la fois parce que c'était quand même un long moment où on a tous travaillé ensemble. C'est toujours un plus en fait pour moi et le fait que mon père fasse de la pêche, je pourrais, en cas de risque ou de problème, je pourrais venir l'aider, prendre les mains du bateau, la manœuvre. Un permis bateau à 11 000 francs, l'occasion était trop belle. Autre avantage à venir pour ces néo-diplômés, la prise en charge du matériel de pêche par l'assurance. Et une autre session de formation est prévue la semaine prochaine. Et dimanche 12 juin, on a enregistré le 14e décès sur les routes polynésiennes. Hier, un accident mortel s'est produit à Moorea. Alors qu'il traversait la route, un homme âgé d'une quarantaine d'années a été percuté par un véhicule à Popo dans une zone dépourvue d'éclairage et de lampadaires. Une enquête a été ouverte. Nous poursuivons ce journal avec notre rubrique consacrée aux élections législatives. C'est un sujet phare de cette campagne, la protection de l'emploi local. Pour l'obtenir, chaque candidat avance ses arguments. Citoyenneté polynésienne pour le Tapura Huir Atira ou citoyenneté Maui pour le Tavini Huir Atira. Qu'en pensent les Polynésiens? Réponse recueillie par Chiquita Teivadaruzese et Hubert Liaou. Je pense qu'il faut donner la chance à nos jeunes locaux. Ça, c'est très très important, surtout qu'ils peuvent faire des études en métropole et qu'ils aient la possibilité absolument de revenir et travailler sur le Fédois pour faire des ouvertures qui sont importantes pour nous maintenant, enfin pour nous, pour le territoire. C'est suivant nos dirigeants politiques pour qu'ils soient unis pour voir que on va trouver du travail pour nos Polynésiens. Et la seule chose que je veux, c'est la citoyenneté polynésienne où les dirigeants polynésiens peuvent ramener nos enfants qui ont fait des grosses études. C'est ça le problème. Au lieu de prendre les gens d'en dehors, prenez nos jeunes là. Nos jeunes, ils ont la capacité. Là, ils ont besoin de travailler. C'est pour ça qu'il y a des vols, il y a tous les trucs ici en Polynésie. Parce qu'ils n'ont pas de travail. De 10 ans de résidence en Polynésie, ça vous paraît correct pour devoir travailler ici en Polynésie? 10 ans, moi, ça me paraît peut-être un peu trop long. Parce que 10 ans, c'est très important 10 ans dans la vie de quelqu'un. Et des gens qui vont s'investir sur le territoire, je pense qu'il faut leur donner la possibilité de pouvoir vivre leur vie ici et d'investir éventuellement. Tu sais, il n'y a pas de pauvreté ici en Polynésie. C'est la fainéantise, oui. Mais la pauvreté, il n'y a pas. Il n'y a pas de pauvreté.
Mais il y a un moyen peut-être de leur donner leur chance aussi aux Polynésiens. Ah oui, il faut donner la chance aux Polynésiens. Aux jeunes, nos jeunes aujourd'hui, ils ont besoin de travailler. Mais il y a des gens qui sont feignants. Voilà. Un thème qu'elle défend encore après le premier tour. Tepuaraur Iterithei est en tête dans la deuxième circonscription. Tepuaraur Yorana. Yorana Ayatar, Yorana à tous nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. C'est donc un thème sur lequel vous insistez beaucoup. Le Tavini Huir Atira vous reproche d'ailleurs de vous être réveillé trop tardivement. Par cette demande, est-ce que vous confirmez donc les croyances populaires selon lesquelles les métropolitains obtiennent plus facilement un emploi que les Polynésiens ? Alors, je pense que du fait du tissu économique restreint, effectivement, aujourd'hui, il y a un combat pour le travail. Par contre, dire qu'effectivement, on favorise les métropolitains par rapport aux Polynésiens, moi, je peux dire que déjà, au sein du Tapurawir Atira, ça fait longtemps qu'on lutte pour que, justement, nos enfants soient privilégiés. Je donne un exemple dans l'éducation. De plus en plus de professeurs polynésiens sont privilégiés par rapport aux expatriés métropolitains. En 4 ans, il y a 80 expatriés métropolitains en moins. Et notre ministre de l'Éducation met un point d'honneur à chaque fois qu'elle sait qu'un Polynésien peut occuper un poste d'enseignant, à le mettre en premier. Il y a même un bonus de points. Après, c'est sûr qu'il faut trouver des solutions pour justement répondre à ce tissu économique restreint, privilégier les Polynésiens. Donc, effectivement, un des moyens qu'on a trouvé et qui nous permettra de légiférer, comme on a déjà tenté de le faire, mais à chaque fois, on se retrouve devant les tribunaux parce qu'effectivement, ici, nous sommes en France et donc n'importe quel citoyen français peut accéder à l'emploi. Donc nous voulons utiliser l'outil juridique et non pas l'idéologie. C'est peut-être la différence avec la citoyenneté maori. Donc l'outil juridique de mettre citoyenneté polynésienne dans la Constitution française de façon à nous pouvoir appuyer nos lois polynésiennes sur cette citoyenneté polynésienne pour pouvoir privilégier justement la citoyenneté polynésienne. Et pourquoi agir seulement aujourd'hui alors que députés et sénateurs aussi, je pense notamment à Lana Tetuanui qui à son second mandat était de votre majorité? Alors ça fait déjà un moment, comme je vous ai dit, je vous donnais l'exemple de Christelle Lehartel à travers ce qu'elle a réussi à mettre en place. Ça fait déjà un moment qu'on essaie de mettre ces lois en place. Ensuite, en métropole, il y a également eu des actions de la part de nos parlementaires, mais à chaque fois au niveau des interlocuteurs, il faut se battre et c'est justement là que l'intérêt du parlementaire réside. Il faut pouvoir porter justement ces sujets en métropole et se battre parce qu'effectivement, c'est dans la négociation, dans le dialogue qu'on peut essayer de faire changer les choses. En 2004, il y a déjà eu une tentative par rapport à la citoyenneté polynésienne. Ça n'a pas été retenu. Les interlocuteurs n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, nous avons déjà entamé des discussions avec le président Macron qui nous a assuré qu'effectivement, il ne serait pas opposé, qu'on pourrait discuter sur ce sujet. Alors, vous avez annoncé que votre première action, si vous êtes élu, sera de demander la création d'un fonds d'aide pour lutter contre l'inflation liée au coût du transport, notamment. Mais après l'instauration par la majorité à laquelle vous appartenez d'une taxe sociale qui s'applique de fait à tous les revenus, annoncer cela en pleine campagne des législatives, est-ce que ce n'est pas démagogique? Alors, pas du tout, parce qu'en fait, c'est pour rétablir quand même les choses. Et effectivement, depuis un moment, on nous accuse, quand je dis nous, évidemment, c'est le gouvernement en place, c'est le Tapurawir Atira, d'être à l'origine de la hausse des prix, de la cherté de la vie. À chaque fois, je donne cet exemple et c'est redondant sur tous les plateaux où je passe. C'est l'exemple du Punupu Aturu. Le Punupu Aturu, il n'y a pas de TVA sociale sur ce produit. Or, il y a un mois, le Punupu Aturu était à 400 francs la boîte. Aujourd'hui, il est à 700 francs la boîte et il n'y a pas de TVA sociale. C'est donc bien dire qu'il s'agit là de facteurs autres, c'est-à-dire donc le transport et le coût des produits en eux-mêmes à l'international qui font qu'il y a une hausse des prix. Donc effectivement, on se rend bien compte que la situation ne s'arrange pas. Le pays cherche des solutions. On envisage même d'aller jusqu'à louer un bateau pour pouvoir transporter nous-mêmes les containers et pouvoir négocier le prix et avoir le bateau entier pour transporter les containers de façon à faire baisser les prix. Mais ce n'est pas démagogique, c'est simplement répondre à la situation que de proposer d'aller chercher ce fonds parce que le pays met en place différentes mesures depuis un moment pour contenir les prix à travers la farine, par exemple, la prise en charge de la farine, à travers les carburants. Tout ça, ça a un coût qui vient s'ajouter dans le budget du pays. Et qui est supporté par les Polynésiens. Et qui est supporté par les Polynésiens, effectivement. Et justement, nous ne voulons plus que les Polynésiens le supportent, d'où aussi le travail du député d'aller demander ce fonds pour pouvoir soulager la poche des Polynésiens. Merci beaucoup, Tepuarori Terithei, d'avoir été notre invité ce soir. Nous vous retrouverons un peu plus tard sur la première, puisque notre rédaction donne à nouveau rendez-vous à ses téléspectateurs pour un débat de l'entre-deux tours. Ce soir, en langue tahitienne avec Hayata Buluk, elle recevra les candidats des 3 circonscriptions. Il s'agira d'un face-à-face par territoire électoral.
30 minutes pour défendre leurs idées. Ce sera à partir de 19h40 ce soir et demain en langue française avec Lucille Guichet-Tirao. Tepoaraur Iter Ithei et Steve Chailloux qui seront aussi les invités café de votre matinale radio demain matin. Et c'est ainsi que nous refermons cette rubrique consacrée aux élections législatives. Ils ont choisi la Polynésie pour découvrir une mission humanitaire. Ils, ce sont 23 jeunes Américains âgés de 16 à 18 ans qui ont économisé durant 2 ans pour s'offrir ce voyage. Pendant 2 semaines, ils aideront à la construction d'une maison d'une famille dans le besoin et nettoieront les plages de Punaouia. Les détails avec Chiquita Daruzes et Hubert Liao. Ce sont pour la plupart des jeunes issus de bonnes familles américaines. Âgés entre 16 et 18 ans, ils n'ont jamais tenu ni un marteau ni un clou de leur vie. Ils se retrouvent à Punaouia à creuser des tranchées, à scier comme à l'ancienne. Une mission humanitaire à destination des plus démunis, comme la maman de Nari qui va enfin pouvoir avoir un logement à elle. C'est une surprise qu'on a fait à ma mère et d'ailleurs elle l'a vu. On a emmené les Américains ici, on l'a appelé de venir et elle a découvert les Américains, le matériel et que sa cour était débroussée. Une cabane de 35 mètres carrés financée par les jeunes. Chacun a travaillé, économisé durant 2 ans pour se payer non seulement ce séjour à Tahiti, mais aussi le matériel de construction. Nous construisons une maison pour ceux qui sont dans le besoin et notre mission est d'aider la communauté. C'est incroyable, je n'ai jamais noué de lien aussi fort avec des personnes en si peu de temps. J'ai beaucoup d'amour pour ces gens que j'ai rencontrés. Qui nous ont accueillis, c'est formidable. Le maître d'ouvrage a également dû s'adapter, construire une maison en 1 semaine avec des jeunes qui ont 0 qualification. Le challenge était de taille. Le découpage des bois, le montage des clins fibrociment, préparer la charpente, ils ont tout fait sur mesure. Les fosses aussi, ils ont fait à la main aussi, courageux de leur part aussi. Je leur ai demandé 2 mètres de profondeur. Pour aller chercher les 2 mètres, il fallait aller les chercher à la main. Et ils étaient motivés. Créé par des membres de l'Église des Saints des Derniers Jours, mais non agréé par leur Église, Humanitarian Experience est une organisation indépendante, ouverte aux jeunes de toute confession, des jeunes qui ont œuvré partout dans le monde. C'est la première fois qu'on vient ici à Tahiti. C'est une très bonne expérience pour eux de voir les autres cultures, de voir les autres personnes qui vivent dans une différente manière et notre façon de vivre, de faire les choses. Aussi, il y a beaucoup de jeunes ici qui sont travaillés pour des années pour gagner de l'argent, de venir ici pour cette mission. Le séjour de ce groupe s'achève vendredi. Une nouvelle équipe arrivera pour aider une autre petite famille, mais cette fois sur Vaira'u. Escale au Tuamotu pour découvrir les trésors d'une créatrice depuis 57 ans. Mama Tekuna est passionnée par son art, celui de confectionner des objets en coquillage. Aho, son large panel d'ouvrages, des bijoux à la décoration, fait écho à la grande variété des coquillages de plage qu'elle emploie. Un savoir-faire qui lui a été transmis par sa mère et qu'elle veut transmettre à son tour. Elle a reçu dans son univers notre correspondant Mathieu Allou. Moi, j'aime beaucoup les coquillages. Et voilà. C'est ça que maman qui apprend moi à 10 ans. À nous tous, hein. Mais c'est dur, hein. Mon maman qui a fait le travail. Mais c'est dur. Ça, des fois, je n'ai pas envie de faire. Hein. Mon maman est derrière, coincée. À nous tous, 5 sœurs. Et qu'est-ce que tu fais comme objet en coquillage? Un peu de tout, je vois. Ah, tous les que je n'aime. Que je n'aime. Il y en a des sortes de coquillages que ma maman ne peut pas apprendre, comme des animaux. Et que je connais les animaux dans les télés, la télé, avec des animés.
Un mot de sport, le stade patois de Taïohae accueillait pour la première fois le week-end passé un match de quart de finale, celui de la Coupe de Polynésie. Après la venue de l'AS Centrale au mois de mai dernier, c'est l'AS Pueu qui est parvenue à se qualifier grâce à des tirs au but contre une très bonne équipe de jeunesse marquisienne devant près de 600 spectateurs. Score final 4-2. L'AS Pueu rejoint donc le dernier carré de la Coupe de Polynésie avec l'AS Vénus, l'AS Dragon et l'AS Tayarapu FC. Et sachez qu'une seule équipe représentera le Fénois à l'UFC Champions League à cause des restrictions sanitaires encore en place dans certains pays de l'Océanie. Pour choisir celle qui le représentera à la Polynésie, un match opposera l'AS Pirée à l'AS Vénus demain à 20h au stade Pater. Les jeunes des quartiers de Pirée auront bientôt la chance de recevoir des conseils d'un champion du monde de boxe. Sofiane Oumiha est arrivé hier soir à Tahiti, vice-champion olympique et champion du monde des poids légers. Il a été invité par le club 3T Boxing Club. Cette semaine, 2 masterclass seront proposées avec l'athlète, des séances durant lesquelles il pourra partager son expérience. Elles auront lieu les mardis 14 et jeudi 16 juin de 18h30 à 20h à la salle d'entraînement de la Maison des Jeunes de Pirée. Ouais, programme chargé, mais en tout cas pour mon premier à Tahiti, un accueil fabuleux. Donc hâte de voir la suite de la semaine. Donc voilà, venu à Tahiti, ils m'ont fait un accueil chaleureux. Donc hâte d'être au début de semaine maintenant. 2 masterclass prévues. Ça. 2, ouais, je crois, ou 3, je ne me rappelle plus. Donc soyez là, soyez au rendez-vous, ça sera des entraînements intensifs et on va bien rigoler aussi. Le vice-champion olympique répondait à Ismaël Tahiata. Depuis 2018, le chef Nicolas Barech parcourt les routes de France pour mettre en avant la culture et les saveurs de Tahiti. Sa dernière halte, Avignon. Cet ambassadeur de la gastronomie polynésienne installé en Polynésie depuis plus de 10 ans a organisé un atelier de cuisine dans le plus bel hôtel de la ville. Embarquement immédiat pour un voyage gustatif que les Avignonnais ne sont pas près d'oublier. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer, la première. C'est à Avignon, dans les anciennes cuisines de l'hôtel 5 étoiles La Mirande, que le chef Nicolas Barech a installé un décor polynésien. Il se prépare à accueillir les participantes à son atelier sur la gastronomie polynésienne. On amène les gens dans un univers polynésien. On va les faire voyager avec des senteurs, des saveurs, des épices, avec des notes qui vont être différentes. Enfin voilà, on va voyager en fait tout simplement. Yorana et Maïva. Tout commence par la remise d'une couronne de fleurs, puis par les mots de bienvenue du chef de l'école culinaire de la Mirande, Patrice Blin. On part pour un grand voyage super coloré, moi j'adore. Nicolas Barech va proposer une revisite de recettes de Polynésie avec des produits qu'il a fait venir directement de Tahiti. Du poisson cru à la tahitienne, il en fait un trio de thon accompagné de fruits de la passion et d'ananas. Le chef propose aussi une ballotine farcie avec du fafa et une galette de patates douces. J'aime beaucoup découvrir des nouvelles recettes avec des ingrédients qui sont quand même un peu différents de ce qu'on trouve dans la cuisine française. Et puis il y a beaucoup de couleurs, c'est de nouvelles saveurs, tout ça, ça me plaît bien. Il a la cuisine pour passion depuis l'âge de 16 ans. La Polynésie, il en tombe amoureux en allant rendre visite à sa fille. J'ai découvert un peuple, une culture extraordinaire. Du coup, j'ai laissé mes valises en Polynésie pendant 12 ans. Et puis je suis revenu justement en France pour transmettre tout ce que j'avais appris pendant toutes ces années à ceux qui n'avaient pas eu la chance de découvrir la Polynésie française. J'ai aimé les photos qu'il présentait, les couleurs, la façon dont il parlait. Ça m'a interpellée et j'ai dit pourquoi pas. C'est pas du tout mon domaine, mais pourquoi pas découvrir quelque chose de nouveau. Ambassadeur de la gastronomie polynésienne, Nicolas parcourt l'Hexagone à la rencontre du public pour partager sa cuisine. Son enthousiasme et sa créativité en font un chef apprécié. L'information principale de ce journal, les mesures sanitaires s'allègent à destination des États-Unis. Les tests Covid ne sont plus obligatoires, mais il faut toujours justifier d'un schéma vaccinal complet et à jour. Cette restriction est levée depuis ce 13 juin. Le Centre de contrôle et de prévention des États-Unis réévaluera toutefois la situation tous les 90 jours.
À la une de Tahiti Info, demain, le quotidien titre sur ce sujet, Eva San vers la fin d'un système. À suivre sur votre antenne, le débat de l'entre-deux tours, puis 2 épisodes de la série All America. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.